Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour. Vous le savez très bien qu'il y a un débat sur la congolité en République démocratique du Congo. Ah oui, débat sur la congolité. On parle bien sûr de l'accès à la magistrature suprême, Noël Tchani, un homme à battre. Oui, tout le monde ne parle que de ça. À l'étranger, ici au pays, tout le monde me pose plusieurs questions. Oui, on en parle aujourd'hui. État de siège jusqu'à présent, quel bilan pouvons-nous dresser bien sûr? Ah oui, il y a eu en fait ce qu'on peut appeler violation des droits de l'homme où tout se passe dans les normes. Ça, c'est une préoccupation. On va parler également des réformes au niveau de la CENI et aussi de la levée des immunités, bien sûr, Matata Pognon, Alexis Tamomamba et les autres. Chers compatriotes, affaire visa, on en parle toujours. On en parle, oui. Je reçois pour vous notre invité qui nous a fait honneur aujourd'hui. Il a quitté son bureau, il a tout laissé pour parler de la République démocratique du Congo. Lui, c'est le gardien du temple, l'homme qui milite pour les vertus et les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Maître Jean-Claude Katende, il est le président de la ZADO, Association africaine de défense des droits de l'homme. Il est là, comme vous le voyez venir, bien sûr, avec la complicité de Gims Lokumu, vous le voyez bien sûr. Alors, il est dans nos murs. Maître Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien et c'est la raison pour laquelle je suis même là. Si je n'allais pas bien, je pense que je n'allais pas venir. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Maître Jean-Claude puisque Azali Moko Yabato Basunga Biso Makasi na Imondeli et nazo rappelé vidéo on a tournaka ngo na loko il y a Télé 7 sur Delphin Kaimbi et cette vidéo et ça là que on avait 170 abonnés mais le même jour to komana 500 à 400 et quelques abonnés grâce à lui. Pourquoi? Puisque à Pesarabiso matière oyo ezalaki ya mutu ya mingi. Vous vous souvenez de cette vidéo là? Bon, je ne m'en souviens plus tellement que j'ai fait beaucoup d'émissions. C'était à la radio, vous veniez de tourner une émission à la radio et puis on a tourné l'émission. Oui, mais je me rappelle qu'on avait tourné une émission à l'époque, mais je ne peux pas vous dire c'était sur quoi, mais ce qui est vrai, c'est que je suis toujours fier d'avoir participé, contribué à l'épanouissement de plusieurs télévisions des jeunes ici à Kinshasa. J'en parlais d'ailleurs dans une autre télévision en ligne d'un jeune Congolais ce matin. Et donc, c'est pour moi une fierté de voir que beaucoup de compatriotes aiment suivre mes opinions et je ne peux que m'en féliciter. Très bien. Avant toute chose, on commence d'abord avec Covid-19, troisième vague. Le président de la République vient de parler aujourd'hui en donnant d'autres mesures de restriction, bien sûr, en fermant d'autres discothèques et consorts. Vous êtes au courant certainement. Comment vous appréciez cette décision du chef de l'État? D'abord, je dois dire que le président de la République a bien fait pour que par ces mesures, il attire l'attention de tous les Congolais, de toutes les Congolaises sur la gravité, n'est-ce pas, de la situation. Il ne faut pas aussi oublier que pour les États comme la République démocratique du Congo, les économies comme les nôtres en Afrique et particulièrement dans notre pays, il est vraiment difficile de mener une lutte contre les Covid et surtout que les mesures qui sont prises touchent directement à la bourse de beaucoup de Congolais. C'est difficile, mais j'espère que ces mesures vont être respectées d'abord par les autorités elles-mêmes, mais aussi nous pensons que la police et tous les autres services intéressés pour les faire respecter vont devoir le faire. C'est vrai qu'on a fermé les bars, on a fermé les discothèques, mais la question qui m'a toujours préoccupé personnellement, c'est comment on fait pour protéger les Congolaises et Congolaises dans les marchés de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est là le vrai défi et le vrai problème.
Et je comprends bien l'embarras du président de la République. Il ne pouvait pas fermer les marchés parce que c'est vraiment les lieux où beaucoup de Congolais trouvent de quoi manger, de quoi vivre. Très bien, on a compris, bien sûr, votre point de vue. Vaccin aussi, ça vous intéresse? Oui, je pense personnellement que le vaccin m'intéresse. Et comme le président de la République l'a dit, je l'avais déjà dit à l'époque, les vaccins qui étaient disponibles avaient certaines failles, posaient certains problèmes de santé. Et je pense que beaucoup de Congolais n'ont pas souscrit à ces vaccins. Et nous espérons, comme le président de la République l'a annoncé, qu'il y aura d'autres vaccins qui permettront à chacun de nous de faire le choix avec quel vaccin il voudrait bien se faire vacciner. Mais je crois que la vaccination, c'est une étape importante pour se mettre à l'abri de la maladie. Un message lancé depuis comment on peut y rester pour parler directement de l'état de siège. Vous êtes des droits de l'homme. Dites-nous, pendant l'état de siège, avez-vous répertorié le cas de violation des droits de l'homme? Il est important d'abord de souligner que pour nous, l'état de siège est une solution partielle. Ce n'est pas une solution totale pour, n'est-ce pas, mettre fin à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Nous disons que c'est une solution partielle. Pourquoi partielle? Je voulais dire partielle. Pourquoi? Parce que il est important de retenir que l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo implique beaucoup de choses. C'est comme quoi, par C'est exemple? pour ça que nous avons souhaité que cet état de siège soit complété par des mesures à prendre, n'est-ce pas, pour mettre la main sur tous les Congolais, députés ou autres, qui seraient impliqués comme financiers, comme patrons de groupes rebelles à l'est de la République démocratique du Congo. Vous allez vous rappeler que le président de l'Assemblée nationale avait mentionné cette question dans l'une de ses interventions, de dire qu'au milieu des députés, il fallait que les gens quittent les groupes armés. Mais c'est une question qui n'a pas préoccupé les autorités politiques pour l'examiner plus loin, mais aussi qui n'a pas intéressé la justice. Or, tant que les financiers, les patrons, n'est-ce pas, de ces groupes rebelles seront à Kinshasa comme ailleurs, ça sera difficile en fait de mettre fin à l'insécurité. Le président de la République a souligné le fait qu'il est urgent de pouvoir couper toute source de financement, n'est-ce pas, de ces groupes rebelles. Ces sources de financement, ce n'est pas seulement l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo qui donne des moyens aux groupes rebelles de continuer à s'approvisionner en armes et de continuer à corrompre les gens, mais il y a aussi tous ces politiciens qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce groupe rebelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut compléter la mesure, n'est-ce pas, liée à l'état de siège par un lobbying important vis-à-vis des pays étrangers et particulièrement des pays voisins comme l'Ouganda, comme le Rwanda, tout compte fait qui profitent de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et j'estime personnellement que ce plaidoyer ne doit pas être un plaidoyer timide, ne doit pas être un plaidoyer en dessous de la table, comme on aime toujours dire qu'il faut faire des choses de manière diplomatique, mais je pense que quand la vie de vos compatriotes sont fauchées tous les jours, faire certaines choses en secret, en respectant la diplomatie, je pense que cela ne mobilise pas l'opinion nationale. Donc pour nous, il faut un cocktail de solutions pour, n'est-ce pas, arriver à mettre fin à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que à ces jours, il est important de mentionner le fait que nous n'avons pas entendu beaucoup de cas de violation des droits de l'homme liés directement aux faits et gestes
soit des autorités militaires qui sont à la tête de ces provinces ou de l'armée. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager, mais il faut toujours dire que l'état de siège, c'est quand même une situation qui a la possibilité d'empiéter sur le droit des Congolais. Nous continuons à documenter la situation dans ces provinces qui sont concernées et nous espérons que les choses vont continuer dans le sens du respect des droits humains par l'armée, par la police, mais aussi par les autorités militaires et de la police qui ont été nommées. Le président semble donner l'impression que l'état de siège n'aura pas de limite jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on aura gain de cause. Entre-temps, vous vous dites il faut mettre en place d'autres stratégies. Alors, allons-nous aboutir à quoi concrètement? Non, je pense que l'état de siège était une action forte, n'est-ce pas? Une action forte qui devait permettre à ce que la situation soit inversée dans peu de temps. Parce que si l'état de siège devient l'état normal, alors que c'est une situation exceptionnelle pour laquelle on prend aussi des mesures exceptionnelles. Donc, je ne peux pas comprendre un seul instant que le président dise que l'état de siège deviendra un état normal pour ces provinces-là. L'état de siège va arriver certainement à son terme, mais il faudra que l'armée et la police puissent rester en place et puissent consolider les acquis de l'état de siège pour que la situation ne bascule pas dans les proportions qu'on avait à l'époque. Très bien. Toujours à l'est du pays, les conséquences de l'éruption volcanique ont causé vraiment du tort à nos nombreux concitoyens qui sont de l'autre côté. La prise en charge de l'État congolais, comment vous la jugez? Bon, je pense que la situation créée par le volcan Nyiragongo, c'est une situation qui devrait être prise en compte par le gouvernement congolais. Et quand je parle du gouvernement congolais, je ne vois pas seulement le gouvernement du président Félix Tshisekedi, je vois aussi les autres gouvernements sous d'autres régimes que le Congo a connus. J'en parle pourquoi? Parce que le président Tshisekedi est arrivé et il a trouvé une certaine situation. Par exemple, les populations qui occupent des zones proches du volcan. Ça, c'est pas du fait de l'administration du président Tshisekedi. C'est une situation qu'il a trouvée. Pourquoi les gouvernements passés n'ont pas délimité la zone pour interdire, n'est-ce pas, aux populations de s'approcher trop du volcan? Parce que nous savons que ce volcan, même s'il fait 20 ans sans activité, à un moment donné, il aura des activités. Et donc, il fallait prendre des mesures pour que les populations en construisant n'occupent pas les zones qui soient proches, n'est-ce pas, du volcan. Et je suis personnellement heureux de constater que le Premier ministre Sama Lukonde en a parlé et il faut aujourd'hui que le gouvernement prenne des mesures pour délimiter la zone, pour que la zone qui est proche du volcan ne soit pas occupée par les habitations, ne soit pas occupée par des activités en fait humaines. Il faut que cette zone-là soit une zone interdite aux populations, mais aussi à toute construction. Maintenant, face à cette question de la présence permanente du volcan, il y a les activités de ces agences d'observation des activités du volcan qui doivent être soutenues de manière régulière, n'est-ce pas? Très bien. Et ça, nous pensons que le gouvernement, à un moment donné, selon les informations que nous avons reçues, n'a pas rempli ses obligations comme il se devait. Ce qui fait que, à un moment donné, les activités n'étaient pas suivies comme il le fallait. Il faut qu'il y ait une politique par rapport à ça. Nous savons aussi que avec ces volcans, il y aura toujours des tremblements de terre, il y aura toujours certaines difficultés. Il faut que même les normes de construction des maisons
dans la ville de Goma change. On ne peut pas construire en ne tenant pas compte de la présence du volcan. Voyez-vous, quand vous allez par exemple au Japon, moi j'ai été dans la ville de Tokyo, toutes les constructions respectent les normes sismiques. Ça c'est important, en sorte que même quand il y a des tremblements de terre, les immeubles les plus longs peuvent vaciller de gauche à droite, mais ils vont se stabiliser parce que ces normes ont été respectées. Et aujourd'hui, notre gouvernement peut prendre des mesures pour que les mêmes normes soient respectées quand on construit, n'est-ce pas, dans la ville de Goma. Très ça, bien. c'est important. Très bien. Maintenant, en ce qui concerne l'intervention du gouvernement, il y a lieu de constater quand même qu'elle a été tardive. Il y a eu des gens qui ont perdu la vie. Il y a eu des populations qui se sont déplacées et sont arrivées dans les lieux où il n'y avait aucune structure de prise en charge. Je crois que c'est quand même dur, surtout pour ces populations qui ont connu l'insécurité pendant plusieurs années. Je crois que c'est dur. Mais nous nous rendons de plus en plus compte que depuis la visite du Premier ministre avec certains membres du gouvernement à Goma et l'actuelle visite du président de la République dans la région, les choses sont en train de se mettre en place et c'est à l'honneur non seulement du gouvernement, du président de la République, mais aussi du peuple congolais, de voir que cette solidarité entre tous les Congolais se met en place et les gens contribuent à soutenir ceux qui sont impliqués dans ces événements malheureux. Je voudrais quand même dire quelque chose de choquant. C'est le fait qu'il y a des Congolais, même dans les circonstances aussi douloureuses, qui se permettent de détourner l'aide destinée aux sinistrés. Heureusement que le président de la République a été clair sur la question que ceux qui se sont comportés de manière indigne, qui ont détourné l'aide destinée aux sinistrés, vont être poursuivis par la justice. Je pense qu'il faut ce genre d'action pour que les gens comprennent qu'on ne peut pas continuer à s'enrichir sur le malheur des autres. On ne peut pas continuer à s'enrichir sur le malheur des autres, bien sûr. Ah oui, tel est le message du président de l'Azado, maître Jean-Claude Katende, qui nous a fait l'honneur, le plaisir d'être sur ce plateau aujourd'hui de DEM TV officiel et dans l'émission Tango Koki. Chers compatriotes, puisque nous parlons du gouvernement, abordons aussi la question liée aux cartes Visa. Oui, et après cartes Visa, nous allons parler aussi du train de vie des institutions. Alors, carte Visa, un journaliste de la place, Israël Mutomboaï, a dénoncé que certaines autorités garderaient des cartes Visa pour bénéficier de l'argent au niveau de la Banque centrale. Comment vous avez trouvé ces dossiers? D'abord, je pense qu'il faut remercier Israël Mutombo pour son courage, pour avoir porté cette question à la connaissance de tous les Congolais. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que la question maintenant est soumise à l'appréciation de la justice. Il est important qu'on donne à toute personne qui est citée dans ces dossiers de pouvoir se défendre comme on se défendrait dans un régime démocratique, n'est-ce pas? Et que ceux qui se seraient compromis avec ces cartes soient effectivement mis devant leurs responsabilités et puissent vraiment s'expliquer devant la justice, et que les personnes qui ont été citées innocemment ou qui avaient des cartes mais qui ne les auraient pas utilisées indûment puissent, n'est-ce pas, être laissées en liberté sans aucune contrainte judiciaire, sans aucune pression. Et je crois que c'est le lieu ici de dénoncer tout ce que M. Israël Mutombo a eu comme menace, a eu comme pression, parce qu'il a accompli un travail qui profite à notre peuple. Et je crois personnellement qu'il est pertinent, qu'il est important que la lutte qui est menée pour une gestion responsable des fonds publics ne soit pas seulement la lutte
du président de la République et de son gouvernement, mais aussi la lutte des journalistes, la lutte de tous les citoyens, la lutte de tous les acteurs pour que, une fois au moins, qu'on commence à voir que l'argent de la République ne profite pas indûment à certains Congolais, mais profite à tout le monde, que l'éducation des enfants soit prise en charge, que les soins de santé soient accessibles à tous les Congolais, parce que nous en avons non seulement la possibilité, mais aussi l'occasion, maintenant que le gouvernement est en train de faire des efforts pour que cet argent soit bien géré. Très bien. Budget prévision 2022. Jean-Marc Abound tweet, il dénonce déjà faible mobilisation, il dénonce le train de vie des institutions estimé à 60% et le peuple congolais 40%, dans un État qui se dit, qui a pour slogan le peuple d'abord. Comment vous trouvez déjà ça? Ça s'annonce très mal. Hein? D'abord, il est important de dire que ce discours n'est pas différent de celui qu'on entendait sous le président Kabila. Comment ça? C'est le président Kabila lui-même, oui, n'est-ce pas, qui disait que les trains de vie des institutions étaient très lourds pour nos institutions. Voilà. Mais le président n'avait jamais pris des mesures pour que ça change. Okay. En fait, moi, je considère que c'est un discours pour distraire le peuple congolais. Comment ça? Il faut dire aussi que le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Abound, il ne doit pas faire le travail des ONG. Parce que le travail des ONG, c'est de dénoncer. Ouais. Mais lui, il fait partie de ceux qui doivent prendre des décisions pour que la situation change. Quelle est l'action? Le budget est élaboré par le gouvernement. Mais le budget l'autorité budgétaire, monsieur, c'est le Parlement. Bien sûr. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement fait des propositions. Très bien. Et il ne faut pas oublier que le budget est une loi. Très bien. N'est-ce pas? Bien sûr. Et ceux qui votent les lois dans ce pays, ce sont en fait les députés. Ouais. Ils peuvent majorer ce budget dans un sens ou dans un autre. Donc, le président, le vice-président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas son rôle de dénoncer. Lui, il doit pouvoir initier des actions. Aujourd'hui, lui, il fait partie de l'UDPS. C'est l'UDPS qui est au pouvoir par le président de la République. Et c'est l'UDPS aujourd'hui qui a la majorité au Parlement. Nous n'avons pas besoin des discours. Nous avons besoin des actes concrets qui montrent que on doit pouvoir renverser la situation. Mais tout ce que je sais de notre pays, c'est que quand la situation profite à un groupe de politiciens, ce groupe-là se tait. Ceux qui condamnaient les choses hier ne les condamnent plus aujourd'hui parce qu'ils sont dans une situation de confort. Mais vous ne pensez pas qu'il fait déjà mieux le fait pour lui de tirer la sonnette d'alarme en disant que le gouvernement veut mobiliser un faible budget du fait que c'est le gouvernement qui doit mobiliser de recettes. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui mobilise les recettes. Mais je pense quand même que ce sont des propos contradictoires. Non, mais c'est une question de les motiver encore, de travailler davantage. Pour moi, je dirais que c'est une alerte qui est contradictoire, surtout quand on sait que les régies financières, selon les dernières informations, sont allées au-delà des assignations qui leur ont été faites. Oui. Que les recettes ont augmenté. Donc, c'est pas... récemment, on a vu avec le ministre des Finances. Donc, ça veut dire que la mobilisation est en train de s'améliorer. Mais comment prévoir déjà une loi financière d'exercice 2022 à faible coût? C'est ça le problème. De toutes les façons, ce qu'il faut retenir, c'est que les politiciens ne changeront pas les trains de vie des institutions tant que le peuple n'aura pas ouvert les yeux, tant que le peuple ne s'opposera pas à certaines choses. Et comme vous le savez, aujourd'hui, le peuple congolais ne connaît pas les salaires de ceux qui travaillent dans les institutions. Tous. Vous allez vous rappeler. Félix avait promis qu'il allait donner son salaire. Non, mais le président Félix a promis, mais il n'y a aucune action. Rappelez-vous que dans une des émissions
où Madame Abunda, alors présidente de l'Assemblée nationale, ouais. était invitée par une radio de la place. On lui avait demandé de donner soit son salaire ou les salaires des émoluments, ses émoluments ou les émoluments. Elle avait refusé pour le respect des députés quand même. Non, pourquoi? Les députés assument des responsabilités publiques, sont payés. En fait, les patrons des députés, c'est qui? C'est le peuple. Donc, vous voulez cacher votre salaire à ceux qui les payent. Ça n'a pas de sens. Non, on risque, Parce ça risque qu'ils de sont... scandaliser les autres non, qui ont un salaire un peu misérable. C'est pour ça qu'il faut qu'on le sache. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, nous en tant que citoyens, les trains de vie des institutions sans connaître les salaires de ceux qui travaillent dans les institutions. Très bien, voilà. J'espère que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, a eu bien sûr sa réponse. Nous continuons toujours avec notre émission Tango Koki, chers compatriotes. Là, on entre dans les dossiers qui font bouger bien sûr le pays. Ils sont au nombre des 3. La Congolité, et nous avons affaire Vital Kamerhe. Nous avons également levé des immunités Matata Pognon et Tame Mwamba. Mais j'aimerais commencer d'abord avec la Congolité, maître Jean-Claude Katende. La Congolité, on nous dit pour accéder à la fonction de président de la République, il faut être de père et de mère. Stéphane Balamongue, j'ai ajouté avoir un diplôme quand même, pas un certificat, un certificat en électricité, non, pas un certificat en électricité. Je suis allé voir même les idées de Kassavubu qui demandaient d'être des souches congolaises, des tribus congolaises, également des ethnies congolaises. Tout ça sont des questions. Je ne sais pas, maître Jean-Claude va dire quoi aujourd'hui. Chers compatriotes, je sais qu'il y a même des gens qui veulent me frapper à cause de ça. Mais je ne laisserai pas ce dossier, il est très important pour moi. C'est trop succulent là, hein? Ça, c'est bon là. Maître Jean-Claude, c'est quoi votre point de vue sur la Congolité? D'abord, je ne souhaite pas parler de Congolité, je souhaite parler de la nationalité congolaise. Vas-y. Il y aura toujours des choses. Je sais que dans le contexte de la République démocratique du Congo, il y a des gens qui méprisent cette question, mais c'est une question importante. Très bien. Parce que la question de la nationalité congolaise a toujours été débattue depuis le président Kassavubu. Wow. Donc c'est une question importante. Qui date de très longtemps. C'est une question qui a été inscrite au débat lors du dialogue intercongolais. Oui. Donc ce n'est pas une question banale pour notre pays. J'aimerais savoir, pendant Kassavubu, c'était quoi les débats? Dialogue intercongolais, c'était quoi les débats? Et c'est un peu d'ouvrir les choses. Non, je ne vais pas aller très loin, mais je sais seulement quelques idées maîtresses. Je sais seulement que nous avons certaines nationalités ou certaines personnes qui pensaient qu'on leur a refusé ou on ne leur donne pas la possibilité d'avoir la nationalité congolaise, qui ont fait même... Mais la guerre de l'AFDL, entre autres, c'était quoi? C'était pour que certains groupes de Congolais soient reconnus, ou certains groupes d'individus soient reconnus comme des Congolais. Je ne vais pas indexer ou stigmatiser les gens, mais le débat est connu. Alors, en ce qui me concerne, je me dis tout simplement que je ne voudrais pas me situer ni pour ni contre la Congolité. C'est la question qui est débattue maintenant liée à la nature de la nationalité de ceux qui doivent occuper un certain nombre de postes. Ce n'est pas, ma position, ce n'est pas de la lâcheté. C'est tout simplement parce que j'estime à un moment donné qu'au Congo, il est difficile de débattre des questions de manière neutre. Oui. Voyez-vous? Très bien. Chaque fois qu'on soulève une question, les gens débattent de la question en fonction des individus. Voyez-vous? Très bien. Parce que cette question-là peut toucher X ou Y, directement je change de position. Sans analyser scientifiquement, sans donner des raisons scientifiques qui soutiennent ma position. Et moi, je ne voudrais pas entrer dans un débat où les individus sont mis en vedette. Oui. Voilà. Parce que les gens ne me comprendraient pas pourquoi, si je prends la position A, on va dire, il a pris cette position parce que il est avec tel.
si nous ne les résolvons pas de manière définitive, elles vont être opposées à nos enfants et aux enfants de nos enfants demain. Ouais. Et les individus auxquels nous nous accrochons aujourd'hui, qu'ils soient X ou qu'ils soient Y, d'ici 30 ans, peut-être nous ne serons plus là. Ce sera d'autres générations. Voyez-vous? C'est pour ça que je dis, le débat lui-même, il est déjà devenu un débat subjectif. Un débat subjectif dans le sens que, au lieu de voir la question de manière neutre, sans viser X ou Y, les gens défendent leur position en fonction de X ou de Y et en fonction des intérêts qu'ils peuvent avoir derrière X ou derrière Y. Et moi, je ne m'engage pas en tant que républicain, je ne m'engage pas dans ce débat vous laissez la République se brûler. les individus. Là, la République risque de se perdre également. De toutes les façons, Il y a beaucoup de gens qui risquent... non, les gens ne vont pas se perdre. Nous entrerons dans ce débat quand les gens comprendront qu'il ne faut pas débattre des individus, il faut débattre des questions. Mais vous êtes la lumière de la société, Maître des questions Jean-Claude. et de manière neutre. Vous êtes la lumière de la société, vous le savez. C'est ça ma position. Mais si vous ne parlez pas de cette question comme il se doit, Maître, ça Non, mais vous êtes le gardien du temple. Mais je parle. Mais comment un gardien du temple peut laisser le temple Je ne veux pas. prendre feu? Je ne veux pas tout simplement que ma position soit interprétée comme un appui à X ou à Y. Et ça, je ne le ferai jamais. Et tu le sais bien que je ne le ferai pas. Que je ne suis pas là comme un acteur d'un cas contre un autre. Ça, ce n'est pas le rôle que je pourrais jouer. Le débat a été déjà faussé. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui se disent que si on ne débat pas bien de cette question, il y aura des morts, on va tuer. Dans une démocratie. Waouh. Donc vous refusez totalement de débattre sur cette question. Or, vous avez bien canalisé les choses en disant, au lieu de parler de la congolité, mieux vaut parler de la nationalité congolaise. Oui, mais il faut vous mettre en tête que telle est ma position aujourd'hui. J'espère qu'un jour, cette position pourrait évoluer dans un sens ou dans un autre. Mais ce que je ne veux pas, c'est d'entrer dans un débat d'individus. Et ça, je ne le veux pas du tout. D'entrer dans un débat d'individus, et ça, je ne le veux pas, et je ne pourrais pas souscrire à cette logique-là. Et surtout que, personnellement, j'estime que le débat doit être un débat républicain, un débat où chacun respecte chacun, chacun donne ses idées. Et si déjà, comme je le disais, il y a des gens qui sont prêts à prendre des armes pour tuer les autres qui défendent une position contraire, je trouve pour moi que là, nous ne sommes plus dans un débat républicain, ça devient un débat partisan, un débat subjectif, lequel débat vraiment ne m'intéresse pas. Très bien, voilà. Chers compatriotes, nous passons à une autre question. C'est celle qui est liée aux réformes au niveau de la CENI. Nayoka Kibaïbissina, il y avait une réunion de PAJ à laquelle Maître Jean-Claude n'a pas voulu prendre part. Je ne sais pas, faute d'argument, il connaissait déjà la réponse. C'était pour quel motif? Je ne sais pas si ma source est crédible, mais dis-moi, il y a eu réforme pour la CENI. D'abord, il est important de dire que je n'ai jamais eu une invitation quelconque d'une institution quelconque qui m'aurait invité à débattre des questions liées à la réforme. Très bien. Toutes les invitations que j'avais eues dans le passé, j'y ai toujours répondu parce que c'est une question d'intérêt pour moi et d'intérêt pour la ZADO. C'est qu'il faut dire aujourd'hui que la réforme telle que voulue par le peuple congolais n'est pas du tout celle qui a été mise en place. Comment? Et ce qui est regrettable, c'est le fait que les personnes... Vous pouvez déranger votre micro comme ça, là, c'est important. Les personnes... Non, c'est pas bien fait. Voilà. On met ça ici. Ok, merci. Les personnes qui se sont battues à l'époque avec nous, sous Kabila, pour que la CENI soit dépolitisée. Vous dites, les gens avec qui vous avez combattu pendant le régime Kabila... Je disais que
les gens qui ont combattu avec nous sous le régime de Joseph Kabila pour la dépolitisation de la CENI, aujourd'hui sont devenus les défenseurs de la politisation de la CENI. Et quand on parle de la politisation, c'est tout simplement le fait que nous avons dans les organes de la CENI plus des politiciens que les personnes qui ne sont pas concernées directement par la compétition électorale. De quel genre, de quelle tendance par exemple? Non, c'est en majorité, ce sont les gens du pouvoir, les gens de l'Union sacrée. Les gens qui ne sont pas concernés avec le catholique et les confessions religieuses récemment ici, on a connu une expérience amère avec Malonda, vous êtes au courant? Non, non, ne mélangeons pas les choses. Ouais. Nous ne parlons pas de la désignation du président de la CENI, nous parlons des réformes. Ouais. Et nous avons souhaité que les organes de la CENI soient dépolitisés. Et que dans le cas, par exemple, où on aurait des politiciens, qu'ils soient en représentation minoritaire. Voyez-vous? Quand vous prenez le bureau, selon la réforme actuelle, a 7 postes. Ouais. Sur les 7 postes, la majorité actuelle de l'Union sacrée de la nation a 4 postes. Ouais. Un poste pour la société civile et 2 postes pour l'opposition. Ok. Nous pouvons dire qu'en majorité, le bureau de la CENI est politisé. Okay. Parce que vous avez 6 personnes qui viennent des partis politiques et une personne qui vient de la société civile. C'est politisé. Maintenant, quand vous allez dans la plénière, on a donné 5 places à l'opposition, 5 places à la majorité, 5 places à la société civile. Et souvent, quand les politiciens parlent, ils ne parlent pas du bureau, ils parlent de la plénière. Voyez-vous? De la plénière où là-bas, les forces sont représentées de manière égale. Mais la question importante que les gens ne se posent pas, en termes d'attribution, c'est-à-dire des pouvoirs de décision, des pouvoirs qui influencent les processus électoraux, c'est le bureau ou c'est la plénière? C'est le bureau. Donc, ça veut dire en d'autres termes que le processus va être contrôlé par les joueurs. Mais sur base de règles? Mais les règles sont injustes. Et nous avons dit que ces règles nous ont conduit aux élections chaotiques de 2018 et qu'il fallait nous éloigner de cette manière de voir les choses, de confier le contrôle des élections aux politiciens. Et la conséquence, avec cette tendance qui est en train de se mettre en place, c'est que la CENI risque de devenir une maison de fabrication des résultats électoraux. Maison de fabrication ou d'organisation et de publication? Non, de fabrication. Parce que la CENI, sous les mêmes modèles en 2018, a fabriqué les résultats des élections. Ah bon? Ah bon? En 2018, on a fabriqué bien sûr. les résultats? Bien sûr. Ok. C'est trop fort, maître, hein? J'assume. Ok. Bon, c'est son point de vue. Des dernières questions plutôt. Nous avons l'affaire Matata Ponyo. Matata Ponyo, c'est tout le monde qui veut voir Matata Ponyo devant la justice répondre, bien sûr, de sa mauvaise gestion de Bukangalonzo, selon l'UGF. C'est pas selon moi, hein, c'est selon l'UGF. Que dites-vous? Lever des immunités, Matata Ponyo devant la barre. Ce que je dis d'abord, c'est que tout Congolais qui a accepté d'exercer des fonctions publiques devrait savoir ou doit savoir qu'il a les devoirs de redevabilité. Vous ne pouvez pas accepter d'être président de la République, d'être ministre, d'être premier ministre, d'être, je ne sais pas, député, sans vous mettre en tête qu'un jour vous devez rendre des comptes au peuple congolais. Très bien. Si nous comprenons cela, ça va nous éviter la tendance qui se met de plus en plus en place, qu'on poursuit tel parce qu'il est tel, qu'on poursuit tel parce qu'il est X ou parce qu'il est Y. Très bien. Moi qui ne suis pas dans les institutions de l'État, je n'ai pas de compte à rendre au peuple congolais. Ouais. Mais
parce que je suis président de l'Azado, j'ai des comptes à rendre aux membres de l'Azado qui m'ont élu et qui m'ont mis là-bas. Sans faute. Vous voyez? Ouais. Et l'IGF ne va pas venir enquêter chez moi parce que je ne suis pas une institution de l'État. Et donc, IGF enquête là où elle a le pouvoir d'enquêter. Et qu'on la laisse faire son travail. Maintenant, si je pose la question, est-ce que M. Matata Ponyo a occupé la fonction de Premier ministre et qu'il a le devoir de rendre des comptes? La réponse est oui. Wow. Donc, il n'avait pas accepté, parce que j'entends les gens dire, on est en train de combattre les gens de l'Est. Non. Si les gens autres disent également non, que j'ai dit Matata Ponyo serait un candidat en 2000. J'ai dit, si les gens de l'Est ont occupé des responsabilités pour lesquelles ils doivent rendre des comptes, qu'ils les rendent. C'est tout. Ah ouais. C'est la logique simple. J'aimerais que quelqu'un dise, mais pourquoi vous voulez que Matata rende des comptes alors qu'il n'a jamais été Premier ministre à cette époque-là? On comprendrait. Très bien. Maintenant, ce que nous disons, c'est que la justice doit être une justice indépendante. Pas une justice utilisée par un camp contre un autre camp. Ça, c'est quelque chose que nous tous les Congolais, nous devons combattre. Ouais. Monsieur Matata a géré, on a fait l'audit de sa gestion, il a des comptes à rendre à la justice. Ce que le Sénat doit faire, c'est de lever les immunités. Permettre à M. Matata de se présenter devant la justice, et la justice doit agir parce que la justice n'a pas de parti pris, la justice n'a pas de couleur politique, elle doit agir de manière indépendante, examiner de manière froide les actes posés par M. Matata. Est-ce que ce sont des actes qui ont constitué des fautes de gestion ou des fautes pénales? En ce moment-là, la justice prendra la décision. Mais s'il s'avère, après l'instruction, que M. Matata n'y est pour rien, qu'on les laisse libres de vaquer à ses occupations en tant que citoyen libre, en tant que sénateur libre. Mais nous ne voulons pas que les gens qui auraient mal géré restent au sein du Sénat, tout simplement parce que le Sénat ne veut pas lever leur immunité. Je pense que nous sommes dans un combat de lutte contre les détournements des deniers publics, de lutte contre la mauvaise gestion. Il est important que les citoyens y contribuent. Il est aussi important que toutes les institutions, dont le Sénat, puissent y contribuer. Et dans les cas d'espèce, si les immunités doivent être levées, M. Matata ne va pas mourir pour ça. On lui donne l'occasion de se défendre parce que je me rappelle qu'à plusieurs reprises, il avait dit qu'il était prêt à se présenter devant la justice. Devant la justice, très bien. Kameri, encore un autre dossier pendant. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous l'obligation d'attendre la décision qui va être rendue tout à l'heure par la justice congolaise. C'est tout ce que je peux faire comme commentaire sur ces dossiers-là. Quand la décision sera rendue publique, nous pouvons la commenter. Sans faute. Chers compatriotes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tango Koki avec Maître Jean-Claude Katende. Maître, vous avez l'occasion de vous adresser bien sûr au peuple congolais, lancer un message sur n'importe quel dossier. Peut-être vous aviez des questions, vous aviez des choses à dire, mais malheureusement je n'ai pas eu à poser des questions sur ça. Non, je vais tout simplement dire au peuple congolais que nous nous sommes battus pendant longtemps pour qu'il y ait l'alternance. Il y a des Congolais qui sont morts, il y a des Congolaises qui sont morts. Aujourd'hui, les changements que nous avons voulu, nous l'avons même en partie par le fait aujourd'hui que nous avons un président issu, n'est-ce pas, de l'opposition. Maintenant, ce que nous devons faire en tant que citoyens, c'est d'encourager ce qui est bien fait, parce que j'estime personnellement qu'il y a quand même des choses qui sont bien faites sous l'administration du président Félix et qu'il faut vraiment encourager et soutenir. En même temps, je dis aussi que tout ce qui est mal fait, que nous soyons des X camps ou des Y camps ou que nous soyons sans camps, ce que nous devons faire, c'est de pouvoir les critiquer en faisant des propositions d'amélioration. Je suis toujours contre des fanatiques aveugles.
Les fanatiques aveugles sont ceux-là qui soutiennent tout, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Mais notre nation, nous avons besoin qu'elle évolue, qu'elle aille de l'avant. Et pour ça, nous devons être juste avec nous-mêmes, nous devons être objectifs avec nous-mêmes dans nos prises de position, dans ce que nous disons, et nous pensons que c'est à cette condition-là que nous pouvons construire une nation qui soit profitable à tous les Congolais. Très bien, tel sera son dernier mot. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et surtout la Congolité d'abord. À très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel.